Tac. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire autour de notre expérimentation Bonditropique et de notre sujet du jour euh, qui est autour du développement de filières de légumes exotiques en France. C'est donc un webinaire organisé par le Lab 3S, qui est une association qui travaille sur les enjeux de transition écologique et alimentaire. Et on a un grand intérêt sur ce sujet en particulier, sur lequel on a travaillé depuis le début de l'association en 2018. Et donc là, on est assez content de présenter le travail de Salomé Gastinel, qui va être l'intervenante aujourd'hui, qui a été en stage chez nous pendant 6 mois et qui donc a produit une étude autour de ce sujet qui regroupe nos préoccupations sociales et territoriales, celles qu'on applique nous, la 3S, notamment sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Petit rappel technique, donc là on va être là jusqu'à 13 heures ensemble. On aura un temps de questions-réponses. Donc là, Salomé va intervenir jusqu'à 12h45. Et on aura un temps de questions-réponses de 10 minutes, un quart d'heure sur la fin. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat au fur et à mesure. On essaiera de les reprendre ensuite. Voilà. Et puis la présentation euh, visuelle que vous voyez vous sera diffusée ultérieurement. Alors, je vais laisser la parole une petite minute à Lucille Vigouroux, qui est chargée de projet au Lab 3S et qui a encadré le stage de Salomé. Lucille, à toi. Bonjour à tous, du coup, merci à nouveau d'être présent avec nous aujourd'hui. C'était rapidement pour vous resituer le projet Bonditropique à l'étude de Salomé. Elle vous en parlera plus en détail, mais cette étude-là s'inscrit dans un projet plus large qui s'appelle donc Bonditropique euh, et qui est constitué de trois axes. Un premier axe autour d'une expérimentation pour faire pousser des choux pak choi, des bras de mafan et des gombos, comme vous pouvez les voir à l'image, sur notre jardin à Bondy. Donc ça a été fait il y a 2 ans déjà, durant la période de culture. Donc une expérimentation qui a bien fonctionné. En plus de cette expérimentation-là, il y avait un axe autour de créer des rencontres entre nous et des habitants de Seine-Saint-Denis qui cultivent ou qui ont cultivé des variétés exotiques dans leur vie ou qui le font ici. L'idée, c'était vraiment d'avoir un dialogue avec eux et un échange de pratiques pour essayer de récolter et de rendre diffusables les bonnes pratiques pour faire pousser ce genre de variété-là. Et le troisième volet, c'est l'étude du coup plus de marché, l'étude de l'offre et de la demande que Salomé va vous partager et vous détailler. Et du coup, je te donne la parole, Salomé. Je pense qu'on peut faire un Ouais, passage comme ça. super. Ouais, donc bonjour à toutes et tous. Merci de venir pour la restitution que je fais là pour le Lab 3S. Donc il y en a pas mal que j'ai déjà croisé durant mon stage. Merci d'être là, c'est un peu chouette. Donc mon stage, je l'ai fini le mois dernier. Et comme l'ont dit Yann et Lucille, j'ai présenté les principaux résultats. Bon, d'abord, je vais tout remettre un peu en contexte. Présenter un peu la méthodologie utilisée, avec qui on a travaillé, comment expliquer en quoi ça s'inscrit dans les actions dans les actions du Lab 3S et les partenaires qu'on a pu un peu avoir. Et puis présenter les principaux résultats. Il n'y aura pas tout parce que le produit était assez dense quand même. Et si vous voulez lire le mémoire en entier, il sera sur le site du Lab 3S, normalement accessible, avec une petite synthèse. Ensuite, je conclurai et on aura un petit temps d'échange et ça va être super. Donc, je veux bien qu'on passe la première slide, s'il te plaît. Ça, c'est bon. Ouais, super. Donc, pour introduire un peu le contexte du projet Bonditropique. Tout d'abord, la question des cultures exotiques en territoire de la France métropolitaine, elle a été soulevée par la chaire agriculture urbaine d'AgroParisTech, donc avec c'est Christine Aubry, je crois, son nom, qui est aussi membre du comité scientifique du Lab 3S, qui s'est posé la question de la possibilité de faire pousser des légumes dits exotiques
dans des conditions d'agriculture urbaine, en prenant notamment en compte le réchauffement climatique à venir et l'effet d'îlot de chaleur urbain qui fait qu'en général, on a quelques degrés de plus dans les centres des villes plutôt que dans la périphérie. Donc c'est un effet qui est très direct, c'est-à-dire qu'entre Paris et sa banlieue, déjà, il peut y avoir un effet de différence de chaleur. Donc, pour étudier ce sujet-là, il y a eu un stage, donc le stage de Mathieu Descou en 2018, où ils ont étudié également la culture de chou pak choi, de Bren Mafan et de Gombo sur les toits d'AgroParisTech qui étaient situés rue Claude Bernard à l'époque. Donc, ces trois légumes, ils ont été choisis parce que c'était trois variétés assez différentes d'un point de vue temporalité, donc dans la pousse et dans leurs caractéristiques. Donc le gombo, ça donnait plutôt des fruits. Les braides vont manger les fleurs et les feuilles. Et le chou, ben, c'était un chou, donc c'était un légume plutôt feuille, on va dire. Donc cette expérience, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout lors de ce stage parce qu'il y a eu une interruption des cultures à cause d'un arrêt de l'irrigation en plein milieu de l'été. Donc il n'y a pas eu de résultats très très flagrants, à part que ça commençait à bien pousser et qu'il y avait eu quelques fruits sur le gombo. Ensuite, ce qu'avait relevé Mathieu, c'était que c'était super d'avoir choisi ces trois espèces pour étudier cette possibilité d'un point de vue agronomique. En revanche, on n'était pas trop sûr de à quel point c'était consommé et est-ce que c'était vraiment les trois variétés qui seraient intéressantes de faire pousser. Donc, d'un point de vue agronomique, c'est super, mais d'un point de vue social, d'un point de vue consommation, est-ce que ça a vraiment un intérêt? On n'était pas trop sûr. Donc le Lab 3S a ensuite repris ses expérimentations, donc en essayant de faire pousser jusqu'au bout cette fois les trois légumes cultivés, comme a pu le dire Lucille avant. Donc c'était Estelle Loiseau en 2020 qui s'est un peu occupée de ça. Et ensuite, il y a eu aussi également une sorte de prise de température par Léo Truglia auprès des habitants et habitantes de Bondy, autour des légumes en général, de leur consommation de légumes, et plus particulièrement des légumes et fruits exotiques. Donc, avec les expérimentations du Lab 3S, on perd un peu l'effet d'îlot de chaleur urbain, mais on le remet dans un contexte qui est directement celui du 93, qui est celui qui va m'intéresser moi pour la suite de cette étude. Tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît. Du coup, si on reprend la définition de l'alimentation durable, qui est quand même un des axes sur lesquels travaille le Lab 3S, d'après du coup la définition de Terra Nova et de la FAO, dans l'alimentation durable, on peut voir qu'il y a aussi la question d'une alimentation qui est en accord avec les préférences et les pratiques alimentaires des habitants et habitantes. Donc le territoire de la Seine-Saint-Denis, comme c'est un territoire qui a quand même une grande partie de sa population qui est directement issue de l'immigration, ou alors descendant de personnes issues de l'immigration, on a quand même des pratiques alimentaires qui peuvent nécessiter la consommation de légumes dits exotiques. Donc, si on essaye d'appliquer cette définition à la lettre, celle de l'alimentation durable, on va être obligé de passer par une réflexion autour de comment est-ce qu'on peut apporter des légumes dits exotiques à ces populations en essayant de les faire pousser de façon respectueuse de l'environnement. C'est pour ça que ce stage et cette recherche, ça s'inscrit aussi là-dedans, dans le fait d'essayer de fournir des légumes qui pousseraient pas à l'autre bout du monde et qui auraient potentiellement un impact écologique moins élevé et qui seraient en accord avec les consommations des habitants et habitantes de Seine-Saint-Denis. Donc un légume exotique, qu'est-ce que c'est? En sachant que la plupart des légumes ont été exotiques à un moment donné, par exemple la tomate qui vient d'Amérique du Sud ou même le poireau qui venait plutôt du sud de l'Italie à l'époque, lorsqu'il a été acclimaté. Donc un légume exotique, ça n'a pas de définition à proprement parler. Donc on a dû un peu bidouiller une définition à notre sauce. Une définition qui, sans être scientifiquement correcte, parce que c'était pas le but de l'étude, nous permettait d'interagir avec les personnes qu'on a interviewées et permettait d'avoir une sorte de terrain d'entente et de discussion. Donc pour nous, un légume exotique, c'est un légume qui est originaire de pays étrangers, dont la culture en France métropolitaine est récente et peu répandue, et dont la consommation est plutôt anecdotique dans la population globale. Donc par exemple, nous, on a un peu exclu la patate douce qui est devenue plutôt mainstream ces dernières années, si on peut dire ça comme ça. Et lorsqu'on discutait avec les personnes qu'on a interrogées, effectivement, lorsqu'on parlait de légumes exotiques, ils arrivaient aussi à comprendre assez rapidement que bah, ça concernait plus le gombo, les breads, le pak choi, que la patate douce ou les tomates, quoi. Donc c'était ça le plus important à nos yeux. Donc moi, ce que j'ai essayé de réaliser là, enfin ce que j'ai réalisé là tout court d'ailleurs, c'est une étude de marché. Donc pour une étude de marché, le but c'est d'analyser les 4 éléments qui constituent un marché. Donc à la fois l'offre, la demande, l'environnement global du marché et les éléments de commercialisation. Donc il y a plusieurs types d'études de marché. Il y a les études quantitatives, qualitatives et documentaires.
Nous, dans cette étude-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des éléments qualitatifs, des éléments quantitatifs, mais qu'on s'est pas basé exactement dessus pour réaliser toute l'étude, tout simplement par manque de temps, manque de moyens, etc. Et du coup, j'ai essayé de concentrer un peu toutes les informations que j'ai pu trouver sur le sujet. Donc, ça rentre plus dans le cadre d'une étude documentaire. Voilà, pour mettre un peu de contexte sur comment on a fait ça. Donc, il y avait plusieurs objectifs à cette étude. Le premier, c'était tout d'abord déterminer s'il y avait effectivement une demande pour les légumes exotiques en France métropolitaine et s'il y a une demande, à peu près son importance. Ensuite, discuter de est-ce que c'était possible ou pas d'un point de vue agronomique de faire pousser ces légumes soit en Île-de-France, soit en France métropolitaine, parce que le changement d'échelle, il est dû au fait que déjà, il y a très très peu d'informations sur ces légumes exotiques et sur le fait qu'on s'est dit qu'à partir du moment où on les faisait pousser en France métropolitaine, ce serait quand même plus intéressant d'un point de vue environnemental que de les faire venir par avion. Donc, peu importe qu'ils soient poussés en France métropolitaine ou en Île-de-France plus précisément. Ensuite, il fallait identifier les 5 légumes exotiques les plus consommés, entre gros guillemets, par les habitants et habitantes de Seine-Saint-Denis. Déjà, un pour qu'ils servent d'exemple pour cette étude de marché. Oh, il y a des dessins bleus sur le PowerPoint. Il n'y a que moi qui les vois. Ouais. Ok, Non, je les vois aussi, mais je sais pas pourquoi ils sont là, mais on va d'accord. continuer, ça va aller. C'est ça, c'est des pipages. Du coup, ouais, on voulait identifier 5 légumes principaux pour pouvoir les prendre comme exemple pour la suite de l'étude, donc étudier leurs variations à eux, et aussi pour voir pour éviter l'écueil un peu d'avoir 3 légumes qui sortent de nulle part parce qu'ils nous arrangent, et de voir aussi ouais, si ces légumes qui seraient intéressants aux yeux des habitants et habitantes de Seine-Saint-Denis, comment est-ce que ce serait possible de les cultiver ici. Pardon. Ensuite, on devait voir qu'est-ce qui se passait en France niveau production. Donc, qu'est-ce qui pousse actuellement, dans quelle quantité, à combien c'est vendu à peu près. Et en dernier, identifier quels éléments étaient actuellement en train de freiner ou d'aider la production et le développement de filières de légumes exotiques en France métropolitaine. Donc ça, c'était nos 5 objectifs principaux. Donc pour ça, on a fait principalement des entretiens semi-directifs. Donc pour la partie demande, c'est-à-dire qu'est-ce que les habitants voulaient, dans quelle quantité, etc. On a collaboré avec des étudiants et étudiantes d'AgroParisTech, de l'UE, des organismes d'aide alimentaire. Donc ils étaient 4 et ils ont interrogé 21 consommateurs et consommatrices de légumes exotiques en Seine-Saint-Denis. Donc on a co-construit leur guide d'entretien ensemble. On a fait les recherches avec Lucille de personnes qui pourraient potentiellement interroger et eux, ils sont allés les interroger pendant qu'on travaillait sur d'autres éléments. Pour la partie offre, moi, je suis allée interroger des revendeurs et revendeuses sur le territoire et j'ai essayé de contacter des personnes qui produisent des légumes exotiques en France métropolitaine. Donc, j'en ai pas trouvé beaucoup, honnêtement, mais j'ai pu en interroger 4. Et j'ai réalisé quelques entretiens informels avec des personnes qui travaillent dans les institutions autour de l'agriculture en Île-de-France. Et enfin, bien sûr, j'ai complété tout ça avec beaucoup de biblios et beaucoup de recherches documentaires à droite à gauche. Voilà. Donc, on va commencer par parler des habitantes de Seine-Saint-Denis et par la cible de cette étude. Donc, les personnes principales qui étaient visées par cette étude, donc c'est les habitants et habitantes de Seine-Saint-Denis moyens qui consomment des légumes et des légumes exotiques. Donc, la Seine-Saint-Denis, c'est un grand département de l'immigration avec 11% de sa population qui n'a pas la nationalité française, donc ça compte pas du tout non plus toutes les personnes qui ont eu la nationalité française après être arrivés ou leurs enfants ou leurs enfants ou petits-enfants aussi qui sont aussi issus de l'immigration. Donc c'est un chiffre qui serait à revoir à la hausse si on voulait juste voir la proportion de personnes de Seine-Saint-Denis qui est issue de l'immigration globalement. Donc c'est autant de consommateurs et consommatrices de fruits et légumes exotiques potentiels. Alors c'est des populations qui qui ont en général des revenus plus faibles que la moyenne, parce que même s'il y a un peu de tout en Seine-Saint-Denis en termes de revenus, le revenu médian est quand même pas très très élevé. Donc on a quand même, enfin c'est le moins élevé de France métropolitaine. Les autres départements avec un revenu médian qui sont moins élevés que celui qu'on peut trouver en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt dans les dom-toms. Donc ça, c'est le segment un peu principal qu'on vise, avec une population aussi d'ailleurs qui est plutôt jeune. Et les autres consommateurs et consommatrices de légumes exotiques qu'on pourrait trouver en Seine-Saint-Denis,
Donc, ce serait les autres personnes qui sont un peu curieux et curieuses d'alimentation différente et qui sont décrites dans certains bouquins de sociaux autour de l'alimentation comme étant des curieux et curieuses avec des revenus moyens assez élevés. Donc, si on regarde ces segments par rapport aux consommateurs et consommatrices de produits bio, on a approximé durable à bio pour plus de facilité dans la recherche d'informations, mais il faut quand même faire la différence entre les deux. Donc là, je vais me baser sur les chiffres du bio pour ce qui est durable, mais il y a encore une nuance à mettre là-dedans. On voit que les personnes principales qui achètent des produits bio sont des personnes qui sont plutôt âgées avec des revenus assez importants. Donc c'est plutôt les segments secondaires. La cible qu'on vise, elle aurait tendance à plutôt éviter d'acheter du bio. Donc ça c'est un problème par rapport aux filières qu'on souhaiterait développer. Est-ce qu'on peut passer à la slide d'après, s'il te plaît? Du coup, ça, c'est les chiffres qu'on a pu avoir grâce à l'admission étudiante. Donc, c'est des statistiques qui sont honnêtement assez faibles parce qu'elles sont basées sur 21 personnes, mais qui donnent déjà un premier état des lieux de ce qui peut être visible parmi les consommateurs et consommatrices de Seine-Saint-Denis. Donc, on voit effectivement que la question du coût des produits est assez importante pour, pour les consommateurs et consommatrices de légumes exotiques en Seine-Saint-Denis, avec 52% des répondants qui le mettent dans leurs difficultés principales rencontrées lors de l'achat de légumes exotiques. Et que parmi les critères de qualité qui cherchent dans leurs légumes, on a tout d'abord le goût et la fraîcheur. Donc pour l'instant, on a l'impression que cette histoire de local, durable, bio, etc., ils n'en ont pas grand-chose à faire. Mais par contre, si on se base sur les... Je crois que je l'ai mis dans la slide d'après. Ouais, est-ce que tu peux passer à la slide d'après? Si on se base sur les échanges qu'on a eus avec les habitants et habitantes dans les verbatims, on peut voir qu'il y en a beaucoup qui associent les produits goûtus et frais avec des produits qui sont cultivés de façon qu'on pourrait identifier comme étant durables. Donc, encore une fois, ça montre que l'approximation de produits bio à produits durables, c'est quelque chose qui est aussi à manipuler avec précaution, dans le sens où les habitants et habitantes vont pas forcément s'identifier à l'achat du bio qui était à quelques pourcents seulement sur la slide précédente, alors que par contre, ils souhaitent effectivement des produits qui sont bons, qui ont de la bonne terre et sans produits, comme on peut lire dans le deuxième extrait de Verbatim. Donc on a quand même une volonté de la part des habitants et habitantes de consommer des bons produits sans qu'ils associent ça à du bio ou quoi que ce soit. Donc c'est encore quelque chose qu'il faudra pousser par la suite. Yes, on peut passer à la suite. Merci. Donc par rapport aux 5 légumes aux 5 légumes exotiques les plus consommés en Seine-Saint-Denis, ceux qu'on a pu relever d'après les résultats des étudiants et étudiantes, c'est le gombo, le manioc, l'igname, l'aubergine africaine et le taro. Donc encore une fois, 21 répondants pour faire un sondage à l'échelle de la Seine-Saint-Denis, c'est peu. Par contre, si on recroise ces informations avec celles qu'on a pu trouver dans les littératures, ces 5 légumes-là, ils sont effectivement beaucoup consommés dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud et de l'Est. Donc on retrouve du gombo dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, mais aussi dans certains plats indiens, dans certains plats chinois, etc. Pareil pour l'igname, pareil pour le manioc. Le seul pour lequel il y a un peu moins cet accord dans la littérature, c'est l'aubergine africaine, sur laquelle d'ailleurs il a été très difficile de trouver des données en général. Donc encore une fois, c'est des légumes sur lesquels on va se baser pour la suite de l'étude de marché et pas forcément les 5 légumes absolument à retenir parmi ceux qui sont consommés par toute la Seine-Saint-Denis, quoi. Hop, on peut passer à la suite. Jack, s'il te plaît. Ouais. Donc si on regarde le marché des légumes en général et des légumes exotiques en particulier en France actuellement, le marché des légumes globalement, il est un peu en berne. Donc c'est pas encore ces graphiques-là. Eux, ils vont venir dans le discours plus tard. Donc pour l'instant, il faut fermer les yeux par rapport aux slides et écouter ce que je dis, c'est tout. Et donc les légumes en général en ce moment, ils sont un peu en berne, que ce soit du bio ou pas du bio. C'est-à-dire que leur prix la quantité d'achat a baissé et les prix par contre ont beaucoup augmenté. Ça, on peut l'associer
dû aux récentes crises, donc à la fois le Covid, ensuite les crises économiques qui sont passées. Par contre, là, si on regarde les importations de légumes exotiques, donc là, on a en marron foncé, on a les volumes de quoi déjà? Les volumes de manioc. Et en marron clair, on a le prix. En vert, on a l'igname et en rose, on a le taro. Donc, s'il n'y a pas le gombo et pas l'aubergine africaine, c'est parce que les données n'existent pas sur Eurostat. Donc, j'ai fait avec les données que j'ai pu trouver. Donc, on voit que même s'il y a une baisse des... Oui, du coup, ça, c'est les données d'import pour la France métropolitaine. Juste la France métropolitaine, pas, on compte pas les dom-toms là-dedans. Et a priori, c'est les volumes qui ne repartent pas ailleurs en Europe. Donc, c'est pas la France comme plaque tournante d'échange, c'est la France comme consommateur et consommatrice là. Donc, on voit qu'il y a quand même une légère hausse, au moins pour l'igname et le manioc, légère hausse des consommations et des importations qui est quand même à modérer parce que si on met ça en parallèle avec l'importation et les prix de la patate douce, par exemple, le lin en bleu, on voit que ça n'a pas grand-chose à voir, quoi. C'est une question d'échelle aussi. Mais on peut se dire que comme la patate douce a connu un boom ces dernières années en tant que super ingrédient, bon pour la santé, avec des frites de patates douces qui ont explosé un peu dans tous les restaurants et qu'on a l'impression dans la littérature molle, entre guillemets, donc tous les journaux, etc., de voir un peu les mêmes mouvements pour le gombo, en tout cas, avec aussi une montée de la consommation des frites de gombo dans les brunchs parisiens, en tout cas, les trucs comme ça, que potentiellement ça pourra suivre ce cours-là aussi. C'est du coup même si on a des légumes en général en berne, potentiellement, il peut y avoir une évolution sur les légumes dits exotiques. Donc, par rapport aux filières actuellement présentes en France métropolitaine, on voit que sur le territoire, d'après les relevés Agreste, donc les relevés Agreste, c'est le parcellaire agricole qui est relevé, en tout cas là c'est les relevés de 2020. Donc, ça indique à peu près les proportions enfin les quantités de légumes qui sont cultivés sur le territoire français. On voit que pour tous les légumes pour les 5 légumes que j'ai relevés, il n'y en a pas qui poussent en France métropolitaine. En tout cas, pas d'après le parcellaire. Donc, moi, j'ai quand même discuté avec des personnes qui en font pousser en France métropolitaine. Donc, soit elles se sont développées très très récemment, soit elles étaient pas, ils n'ont pas déclaré ça sur leur relevé. Mais du coup, c'est une culture qui reste peu développée en France métropolitaine. On a quand même on sait qu'il existe du coup avec les discussions que j'ai pu avoir avec des chercheurs, des chercheuses et aussi des personnes qui cultivent ces légumes en France métropolitaine, qu'il y en a déjà au moins une quarantaine de variétés qui peuvent pousser chez nous. Donc surtout des variétés d'origine asiatique parce qu'on est à peu près sous les mêmes latitudes avec les mêmes quantités d'humidité. Et les autres, il y en a qui sont en phase de test, comme pour l'igname, le manioc, etc. Le gombo, on a vu la 3S que ça poussait très bien, et il y a d'autres personnes qui en font pousser. Donc ça, je l'ai un peu plus détaillé j'ai détaillé toute la liste dans le mémoire que j'ai rendu. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez jeter un œil là-bas. Et du coup, ce seraient des choses qui pourraient aussi être intéressantes à développer parce qu'elles pourraient être plus adaptées que les cultures que l'on fait maintenant aux évolutions du climat futur. Parce que, comme on sait, avec le réchauffement climatique, on va gagner quelques degrés en moyenne de plus. Donc ça pourrait être intéressant d'utiliser des légumes qui poussent globalement dans des endroits où il fait plus chaud pour la suite. Après, la question qui se pose, c'est la question de l'eau. Parce que par exemple, il y a des cultures qui sont quand même assez gourmandes en eau, comme celles des pays asiatiques, et aussi parfois l'igname selon certaines variétés. Donc c'est des choses à voir et c'est des choses qu'il faudrait tester avec des protocoles rigoureux et qui permettraient de les suivre et de les partager et qu'on puisse les partager après pour voir si ce serait vraiment possible ou pas. Hop, alors, d'après du coup, oui, pour le développement économique de ce type de filière, donc, pour pouvoir tenir par rapport à tout ce qui est légumes exotiques d'importation, qui sont quand même très développés à l'heure actuelle, il y aurait à peu près deux solutions. Une qui est plus du côté de l'offre, donc de créer une nouvelle offre qui n'est pas présente actuellement sur le marché. Donc une offre de produits de légumes dits exotiques qui seraient produits de façon durable et locale. Et aussi de diversifier potentiellement les lieux de vente. Parce que pour l'instant, les supérettes et supermarchés, hypermarchés asiatiques, ils sont surtout dans les grandes villes et souvent au même point. Par exemple, parmi les personnes qu'on a interrogées dans le 93, il y en avait beaucoup qui mettaient plus d'une heure à aller faire leurs courses à Château-Rouge ou dans le 13e,
parce que il y a tout le temps de transport et il n'y a pas de super hub de produits exotiques qui étaient à côté de chez eux et de chez elles. Donc ça pourrait être 2 pistes de diversification des produits. En plus, actuellement, on voit que cette question du bio, du durable, elle se développe y compris dans les commerces dits exotiques, avec le développement d'une gamme bio, par exemple chez Tang Frères, qui l'a développée depuis 2021, mais pas pour les légumes pour l'instant, tout pour les produits transformés, type soja, tofu, etc. Et aussi, il y a aussi quelques boîtes qui se sont montées autour de produits exotiques, mais produits localement en France. Donc, par exemple, on a de la sauce soja qui est produite en Bourgogne maintenant. Pareil, pour l'instant, avec les producteurs et productrices avec qui j'ai pu échanger, ils réfléchissent beaucoup à la vente directe ou à passer par des coopératives pour permettre à leur communauté ou aux personnes qui connaissent de venir acheter des produits frais. Et en dehors des villes, par exemple, j'ai échangé avec une dame une dame sénégalaise vers Montpellier, qui m'expliquait qu'elle, elle comptait vendre sur le réseau de sa communauté sur WhatsApp et vendre à toutes les personnes qui étaient éloignées de la ville. Donc ça, c'était intéressant. Et par contre, quelque chose qui n'a pas encore été trop développé, c'est des points de vente spécifiques aux cultures dites exotiques en dehors des villes. Donc à part les producteurs, les petits producteurs qui ont leur réseau à eux et qui vont vendre au bouche à oreille, à ma connaissance, j'ai pas rencontré de gros pôles de vente de produits exotiques en plein milieu de la campagne. Mais peut-être que vous avez des connaissances là-dessus. Ça, on pourra en discuter plus tard. Donc, par rapport aux besoins qu'on a pour développer tout ça, donc il y a évidemment faire plus de liens entre les productions locales et les circuits de distribution classiques, parce que là, ton frère qui importe des gammes de produits bio, de ce que j'ai pu voir, elles sont pas toutes originaires de France, ça peut être du bio du reste de l'Europe aussi. Donc, ça pourrait être une solution de renforcer les liens producteurs locaux et grandes distributions. Pour les achats directs aux producteurs, déjà, on a besoin de renforcer les connaissances au sujet des légumes exotiques en France. Parce que pour inciter les gens à en produire, il faudrait qu'on sache comment les produire, tout simplement. Et pour l'instant, il y a très peu d'échanges sur le sujet. Et enfin, il faudrait évidemment faire du lien entre les consommateurs, consommatrices de produits exotiques en dehors des grandes villes pour dire bonjour, on existe, on a besoin de ces points de distribution-là plutôt que de rester juste à côté des villes. Hop, on peut passer à la suite. Ouais, du coup, là, je vais aborder assez rapidement les limites de cette étude. Donc, par rapport aux limites de cette étude, déjà d'un point de vue quantitatif et qualitatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'était qu'à 21 répondants. Donc, pour une étude qualitative, c'est super. Mais par contre, pour faire des stats comme ont pu le faire les étudiants avec qui on a travaillé, c'est clairement insuffisant. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu de développer dans la suite de cette étude. Donc, de faire des entretiens à plus grande échelle ou en tout cas d'aller poser des questionnaires directs. Pareil, les étudiants ont fait un super travail d'interrogation, mais par contre, ils ne m'ont pas donné tous leurs enregistrements parce qu'ils ne les ont pas faits. Et ils ne m'ont pas tout retranscrit. Donc, c'était un peu dur d'extraire des verbatims sans matière pour les extraire, quoi. Donc, je me suis basée globalement sur les entretiens que j'avais fait moi pour les verbatims. Donc, toute la partie toute la partie demande, pardon, il me la manque un peu. Donc, c'est quelque chose aussi peut-être à repousser un peu plus. Donc, l'échantillon aussi des personnes interrogées, il y a eu très très peu de personnes de l'Asie qui ont été interrogés, donc que ce soit l'Asie du sud, de l'Est, etc., avec tout ce qui est Vietnam, Cambodge, Chine, etc., ou le sous-continent indien, alors que ça représente quand même une grande part des populations immigrées en Seine-Saint-Denis, avec la Chine qui est troisième en termes de nombre d'immigrés en Seine-Saint-Denis. Donc ça, c'est un gros manque aussi, niveau représentativité. Ensuite, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais l'approximation de durable à bio, elle est très forte. En fait, c'est une prise de parti qui est assez forte parce que le bio, même s'il est fait localement, en soi, c'est une. Enfin ouais, on peut pas forcément dire aussi simplement que le bio c'est le plus durable, etc. En sachant que des fois, le fait de faire juste de l'agriculture de façon locale, même si c'est pas bio, ça peut avoir un impact écologique qui peut être également moindre. Donc c'est quelque chose qui se discute. Et globalement, à propos des légumes exotiques, il y a très 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 peu d'informations dans la littérature. C'est-à-dire que j'ai trouvé un papier qui date de 2020 qui expliquait qu'il n'y avait pas d'informations dans la littérature sur comment faire pousser ces légumes exotiques en Europe.
et j'en ai trouvé aucun qui expliquait comment les faire pousser par contre. Donc voilà, j'ai trouvé de l'information pour me dire qu'il n'y avait pas d'information. Voilà. Bien sûr, on peut trouver des informations sur comment faire pousser ces légumes exotiques dans leur territoire d'origine. Donc, c'est déjà une bonne base pour essayer de les adapter ici. Mais par contre, des questionnements et des études précises pour voir la quantité d'eau, le nombre, enfin, la quantité d'amendements à apporter, etc., dans le contexte européen, ça demande à être un peu plus développé. Et du coup là j'ai fait juste un petit bilan pour récapituler les grands éléments sur lesquels j'ai pu travailler dans cette étude. Donc les atouts du développement de filières de légumes exotiques, déjà c'est que pour des personnes qui souhaiteraient se lancer, il y a peu de production actuellement, donc assez peu de concurrence. Une valeur ajoutée effectivement parce que pour l'instant il n'y a pas, comme j'ai dit, il n'y a pas forcément beaucoup de filières développées, donc ça fait un peu de la nouveauté, on est seul sur le marché, c'est super. Et également si c'est durable, on peut le vendre comme étant des produits durables et du coup ça procure une valeur ajoutée à ces produits. Il y a une demande actuelle, en tout cas de la part de beaucoup de personnes, donc à la fois des personnes qui en consomment en Seine-Saint-Denis, mais lorsqu'on échangeait avec d'autres acteurs et actrices autour de ce sujet, il y avait plusieurs personnes également qui se montraient intéressées par la question sans pour autant savoir trop où chercher, donc que ce soit des producteurs ou que ce soit des institutions. Les produire localement, bah, ça limiterait les frais d'importation et également le coût environnemental. Et pour les coûts de production, en fait, ces produits, c'est aussi des produits qui sont assez versatiles et on peut les utiliser pour plusieurs productions à la fois. Donc, par exemple, le manioc, il y a à la fois la racine qui est comestible, mais aussi les feuilles qui peuvent être utilisées en sauce. Pour le gombo, on peut le manger, mais on peut aussi en faire des crèmes pour la peau ou des choses comme ça. Donc, ça permettrait aussi d'avoir plusieurs produits avec plusieurs produits finaux à partir d'une seule espèce. Ensuite, dans les faiblesses, effectivement, tous les légumes exotiques ne sont pas forcément cultivables en France, ça demanderait à faire des tests. Par rapport au réchauffement climatique, ça peut être intéressant, mais comme on n'a pas eu d'études précises sur les besoins en eau, en amendement, etc., et qu'a priori, ils poussent quand même dans des milieux tropicaux, donc des milieux dont l'eau est assez présente, on va peut-être avoir une limite de ce côté-là. On a besoin de communication pour le développement du marché parce qu'on ne va pas survivre avec. Enfin, les personnes qui consomment des légumes exotiques actuellement se débrouillent déjà très bien avec les produits de l'importation et ne sont pas forcément au courant des alternatives qui existent ou existeraient potentiellement. Donc il faudrait développer la communication à ce sujet. Et encore une fois, on a un manque de connaissances qui est assez flagrant et qu'on aurait besoin de combler pour pousser les gens à y aller. Ensuite, par rapport aux opportunités, bah, le réchauffement climatique, c'est une super opportunité pour développer de nouvelles filières. Ensuite, ça pourrait également apporter, bon, à part pour l'igname et le manioc, parce que c'est des légumes racines, donc c'est un peu compliqué niveau rotation, ça pourrait permettre d'ajouter de nouveaux légumes dans les rotations, donc potentiellement de nouvelles façons de lutter contre les ravageurs contre les ravageurs. Donc la diversité de débouchés, j'en ai déjà parlé, et la grande variété de consommateurs et consommatrices. Déjà, on a toutes les personnes qui sont issues de l'immigration, dont ça fait partie de la culture culinaire, qui continueront à s'en procurer d'une façon ou d'une autre. Et bien sûr, il y a toutes les personnes curieuses qui sont aussi toujours également là, quoi. Et enfin, par rapport aux menaces, ben effectivement, niveau prix, en France, la main-d'œuvre coûte plus cher que si on les importe. Et pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le marché des fruits et légumes se porte pas super bien en ce moment. Check, check, check. Donc, pour conclure, ouais, par rapport aux questions initiales, j'ai répondu à peu près dans cette étude à toutes les questions tous les objectifs dont j'avais parlé, mais de façon plus ou moins précise. Donc, la demande, on sait qu'elle existe, mais elle n'est pas chiffrée précisément. Pareil pour les possibilités de culture. On sait que certaines cultures sont cultivables, on sait que d'autres ne sont pas cultivables, mais il manque de connaissances précises sur les variétés, sur comment est-ce qu'elles poussent concrètement en France ou pas. Pour les 5 légumes les plus consommés, on en a identifié 5 qui sont étayés par la littérature, mais comme on l'a dit, les statistiques qu'on a utilisées ne sont pas très solides et pas forcément très représentatives de la population de Seine-Saint-Denis. La production actuelle, la réponse est assez simple, elle est très très réduite, voire inexistante. Et par rapport aux freins et leviers les plus importants pour la production, c'est vraiment les connaissances.
sur comment faire pousser ces légumes, peut-être le manque de coordination aussi entre les différents acteurs qui sont intéressés par le sujet. C'est-à-dire que beaucoup de gens en parlent, mais pour l'instant, ils échangent assez peu entre eux. Et les maraîchers et maraîchères avec qui j'ai échangé ne se connaissaient pas entre eux, alors qu'ils sont vraiment pas nombreux, quoi. Voilà. Et du coup, ça, c'était quelques pistes pour la suite de l'étude et des éléments qu'on pourrait potentiellement utiliser pour la suite. Voilà. Du coup, c'est super, c'est fini. La dernière slide. Et Ouais, voilà. voilà. Et donc, sur le site de la 3S, dans la partie ressources, vous pouvez trouver donc l'étude complète et comme Salomé l'a dit tout à l'heure aussi, une synthèse en quelques pages si vous voulez aller plus vite. Tout d'abord, merci beaucoup Salomé pour cette présentation et ce travail qui clôt 6 mois d'études sur un sujet pas évident parce que c'était, comme tu l'as dit, à défricher. Les questions de recherche ont été un peu challengées aussi depuis le début. Donc, c'est un travail dont on est content, qui pose, je pense, qui n'est pas un aboutissement, qui est aussi le début d'autre chose. Mais en tout cas, on est tout à fait satisfait de cette étude et encore merci Salomé. Salomé a fini son stage il y a quelques semaines. Juste pour dire, avant de passer la parole un petit peu aux questions, en ce qui nous concerne, on pense peut-être poursuivre, nous, Lab 3S, notamment 2 pistes prioritaires suite à ça. Sans doute une étude quantitative avec plus de répondants sur la partie demande. Hein. On a vu que là, on avait des débuts d'éléments intéressants, mais que voilà, il faudrait sans doute plusieurs dizaines de répondants pour consolider ça et notamment trouver aussi des moyens d'intégrer les populations asiatiques, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a la barrière de la langue qu'on a identifiée. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle on souhaite poursuivre. Et la deuxième chose, c'est nous, la 3S, on aimerait, avec des partenaires, mener une ou des expérimentations de mise en culture et de tests de, de filières en grandeur réelle. On réfléchit actuellement avec un partenaire notamment à tester une filière de gombo en Île-de-France. Voilà, donc ça c'est sur nos pistes. J'ai renoté aussi dans ce que tu as pu dire, Salomé, qui est intéressant, c'est que il est intéressant aussi, il sera intéressant de diffuser cette étude et le besoin aussi d'études complémentaires à nos amis chercheurs. Hein. Le manque de littérature sur la question est assez flagrant. Et on pense notamment, après, ça peut être sur plein d'aspects. Hein. Il peut y avoir des aspects plus sociologiques, d'autres plus sur la question d'adaptation agronomique. Mais en tout cas, on aura aussi besoin que la recherche s'empare de ce sujet. Voilà, c'est un vrai sujet. Alors peut-être on peut passer, il y a eu quelques débuts de questions, donc je vais prendre dans l'ordre dans lequel elles sont apparues dans le chat les premières questions. Et puis ensuite, n'hésitez pas, une fois qu'elles seront passées, à rebondir ou à poser d'autres questions. Là, il nous reste un petit quart d'heure et s'il en reste pas, moi j'ai plein de questions aussi. Alors la première, Salomé, petite question sur quel est le cadre légal pour importer de la semence de ce type de légumes. Alors, je ne sais pas si sur la question de l'importation, tu as une réponse, mais je sais en tout cas, sur la question des semences, il y a eu Ouais. ça a été étudié. Ouais, on en avait un peu parlé. Ouais, je suis pas spécialiste au niveau légal, mais il me semble que pour les cultures professionnelles, on peut pas juste importer des semences comme ça. Donc déjà, pour faire cultiver, en général, on se réfère un peu au catalogue, donc catalogue de cultures enregistrées. Et c'est effectivement quelque chose qui pose question parce que pour certaines variétés précises, elles sont pas encore inscrites au catalogue. Du coup, soit on demande une dérogation et on essaye de trouver effectivement des semences autrement, soit on les fait inscrire, ou alors on cultive totalement hors catalogue, mais dans ce cas, on les vend un peu de son côté, et voilà quoi. Mais du coup, en tant que particulier, je crois qu'en France, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a d'autres gens dans l'assistance qui peuvent répondre mieux que moi à cette question en fait. Euh, je crois qu'en France, en tant que particulier, on peut utiliser des semences qu'on a importées, parce que je crois Oui, il que n'y a pas d'interdiction ouais, a ouais, je priori. Ouais. crois. Peut-être que je dis des bêtises, hein, je suis pas sûre.
Pour moi, non, effectivement. Bonjour, Estelle François de la Chambre d'agriculture. Ouais. Pour moi, non, effectivement, c'est pas interdit de mettre en culture dans son jardin des semences qui sont pas dans le catalogue. C'est à partir du moment où il y a commercialisation que ça Mm, pose pas des problèmes. C'est ça. Et je crois qu'il y Merci. a un flou autour du don et de l'échange. mm. Ouais. Ouais, autour du don et de l'échange, si c'est un don pour qu'une personne développe ensuite ses propres Culture. variétés et tout, je crois que c'était légal et qu'on pouvait jouer avec ça un peu. Mais effectivement, si on veut développer des cultures de légumes dits exotiques, là, en France métropolitaine, ça va potentiellement passer par l'inscription des variétés au catalogue. Et ça, c'est un petit frein parce que ça coûte un peu cher quand même. Donc, c'est aussi une question, une vraie question. Autre question, est-ce que avez-vous étudié la culture du gingembre? Alors, c'était comme je l'ai dit, on s'est basé sur les cinq que j'ai évoqués là dans le PowerPoint. Après, évidemment, on a relevé le gingembre parmi les légumes qui poussent actuellement ici, ma foi, très bien, a priori. Voilà. Et question sur une autre variété, question de Fatouma du jardin partagé de Bondy. Pourriez-vous nous donner un peu plus de détails sur l'offre et la demande de Bread Mafan, si c'est nécessaire de le cultiver ici ou non? Merci Fatouma. Wow. Alors, en vrai, pas du tout. Je peux pas donner de détails sur les braies de ma fan en particulier, sur sur l'offre et la demande, à part que les gens avaient l'air super enthousiastes quand on leur parlait de braies de ma fan. Ouais, ce qu'on peut peut-être, je me permets de compléter, mais c'est vrai que sur une des rencontres qu'on a organisées, on a une personne qui était une jeune fille, qui était, elle, née en métropole, mais dont la famille venait des Comores. Et quand elle a entendu Bread Mafan et qu'on en avait fait pousser dans notre jardin, elle était hyper intéressée. Donc je pense qu'au sein de la communauté comorienne, il y a un fort intérêt pour le Bread Mafan cultivé en France métropolitaine. Toujours pareil sur les questions des types ou de variétés. Laurent Samel qui pose la question, les fruits exotiques n'ont pas été évoqués. Ouais, alors je l'ai pas dit dans la présentation, mais c'était une question au début de l'étude de est-ce qu'on se concentrait sur les fruits et légumes ou que les légumes. Et on a décidé d'exclure les fruits comme on exclut les céréales d'ailleurs, parce que déjà pour des questions de temps, parce que en fait on peut pas tout traiter en 6 mois et que déjà les légumes en général c'était un sacré morceau. Ensuite, parce que c'est pas trop le même mode de culture non plus. Quand on parle de fruits, si on parle de verger, c'est pas trop la même organisation que pour du maraîchage. Donc ça aurait fait vraiment des choses très très différentes. On parle de temps vachement plus long aussi, parce qu'il faut le temps que l'arbre pousse aussi. Donc ouais, effectivement, on l'a pas abordé et c'est quelque chose qui serait super intéressant à aborder pour la suite. Ça a été des choix sur lesquels on a longuement débattu au début du stage, mais il fallait circonscrire. Clémentine du Réfort pose la question, les quatre producteurs interrogés étaient-ils localisés en Île-de-France? Pouvez-vous rapidement les décrire? Quel type de production? Est-ce que c'était en monoculture? Et y a-t-il quels sont leurs débouchés? Ça fait beaucoup de questions. Ouais, ouais. Alors les quatre maraîchers, maraîchères que j'ai interrogés, déjà sur les quatre, il y en avait un qui était installé, et les autres, ils étaient en cours d'installation ou alors en espace test, et ils n'étaient pas en Île-de-France. Donc j'avais entendu parler d'une personne qui faisait pousser des légumes exotiques en Île-de-France. Il doit y en avoir d'autres, mais juste j'ai pas eu accès à leurs contacts ni leur nom. Et ce monsieur m'a pas répondu du tout, mais apparemment c'était assez habituel de sa part de pas répondre. Donc voilà. Et les autres, du coup, ouais, c'était des exploitations qui étaient assez petites en maraîchage bio, agroécologique, machin, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Et c'était, du coup, c'était pas de la monoculture. À chaque fois, c'était plein de cultures différentes. Donc, pour le paysan breton, lui, il vendait un peu de tout. Il vendait des légumes exotiques un peu originaires de partout, selon ce qui lui plaisait. Et j'ai l'impression que sa clientèle, c'était plus ouais, les Bretons un peu curieux de produits un peu étonnants, parce qu'il y avait vraiment des produits très divers et pas forcément les plus pertinents, à mon sens, quand on vise une communauté en particulier.
Donc c'était plus des accompagnements, des légumes un peu waouh pour ajouter un peu du peps à un plat ou des trucs comme ça. Et les autres, c'était plutôt des personnes, c'était des personnes racisées, donc à la fois asiates et à la fois d'Afrique subsaharienne. Donc du coup, ouais, ça, c'était des personnes qui étaient plus inscrites dans le souhait de faire pousser des légumes qui viennent d'un endroit en particulier ou qui s'adressent soit aux communautés asiatiques dans le sens large ou aux communautés africaines dans le sens large. Et le but, ouais, c'était de faire pousser des légumes plus précis et aussi de permettre à leur communauté d'y avoir accès. Donc il y en avait un qui essayait aussi de valoriser beaucoup. Alors, oui et non. Il y en avait un qui essayait de valoriser les légumes parce qu'effectivement, des légumes dits exotiques asiatiques, il n'y en a pas forcément beaucoup cultivés de façon durable en France métropolitaine. Donc, c'était aussi l'idée de mettre de la valeur ajoutée là-dessus et de gagner des sous, ce qui est, ma foi, très intéressant aussi de voir comment le système peut fonctionner, mais qui est encore en recherche d'endroits où s'installer. Il y a une dame, elle, qui voulait vraiment que les légumes soient de bonne qualité et qui soient accessibles à sa communauté. Donc, elle était sénégalaise, c'était la dame de Montpellier, qui m'expliquait qu'elle voulait absolument que ce soit accessible à sa communauté et qu'elle essayerait de proposer des produits qui seraient à des prix de vente soit égaux à ceux du commerce, soit inférieurs, et qu'elle compenserait le coût de production en proposant d'autres activités à la ferme, donc des ateliers cuisine, des séjours, etc., qui eux seraient un peu chers, mais parce qu'elle voulait que sa communauté ait accès à ces légumes. Et ensuite, il y avait d'autres personnes dans l'espace test qui essayaient aussi de faire des légumes plus ciblés sur un type de légumes particulier, donc ça serait plutôt igname, manioc, hibiscus, etc. Mais pareil, c'était encore des tests. Du coup, voilà. Je sais plus c'était quoi la suite de la question. Quel type de production? Est-ce que c'était en monoculture? Quels étaient les débouchés? Puis on pourrait Les rajouter Ah aussi débouchés. ouais. la question de bah, voilà, quel modèle économique tu as pu constater, je crois, aussi. Ouais, bah, en soi, pour les personnes qui n'étaient pas encore installées, les débouchés, ils étaient hypothétiques. Donc, à la fois, bah, après, les débouchés classiques du maraîchage, en fait, j'ai envie de dire. Donc, restauration collective, restaurant, panier, vente directe. Enfin, en fait, globalement, du maraîchage sur des surfaces pas forcément très très grandes et c'est à peu près les mêmes débouchés, hein. C'est juste qu'après, il y a aussi l'idée de vendre ça aux personnes qui achètent, donc d'avoir des contacts au sein des communautés aussi, quoi. Mais globalement, c'est le même principe. Et du coup, c'était plus de la vente directe. Enfin, il y en avait qui vendaient à des épiceries ou c'était sur la ferme Il y ou a marché. des, il y a des personnes, il y a des personnes qui souhaitaient vendre à des épiceries, en tout cas. Ok. Qui souhaitait le faire. Le gars breton qui était déjà installé, lui, il faisait quasiment que de la vente directe. Mais par contre, les autres, ils envisageaient tous de vendre aussi à la restauration collective et aussi à des épiceries. D'ailleurs, il y a des gens, il y en a qui sont ici, là, dans la salle. Du coup, s'ils veulent préciser leur modèle, c'est super parce que j'ai pas forcément toutes les informations et je pense que je suis vachement moins calée que eux sur leur propre modèle. Sinon, s'ils veulent pas, c'est très cool aussi. Je vais peut-être pas harceler les gens comme ça non plus. On va continuer sur les questions, puis n'hésitez pas à intervenir plus tard. David Texera de Pleine Commune nous pose la question, est-ce qu'on a un contact avec l'association A4? Donc la réponse est oui, mais je laisse peut-être Salomé et ou Lucille compléter. On sait qu'ils expérimentent des cultures de céréales, il me semble-t-il, à Villetaneuse. Ouais, Ouais. tout à Ouais. fait. Je sais pas si tu veux y aller, Salomé, Non, justement, je ou voulais te si tu... proposer d'y aller. Ok. Ah oui, oui, on a échangé à plusieurs reprises avec l'association A4. Dans le cadre de l'étude, on les avait conviés à nos temps d'échange de discussion. Ils n'ont pas forcément pu participer par manque de temps, mais on n'a pas étudié exactement leur modèle ou en tout cas comment est-ce que eux faisaient pousser puisqu'ils sont beaucoup sur la culture de céréales et ils veulent aussi tester le gombo, mais en fait le calendrier collait pas forcément hyper bien. Donc, mais en tout cas, on les a en tête, on est en train d'échanger avec eux, de pouvoir échanger avec eux sur l'avancement de leur projet et des nôtres aussi. Ah, Julien Neyertz de Spheric Co pose la question de est-ce qu'on a fait une étude sur le différentiel de à l'achat entre culture locale et culture importée de ces produits?
Ouais, un peu. Enfin, un peu. En gros, j'ai fait pas mal de relevés de prix dans les différents supermarchés supermarchés, supérettes, etc. De la région. Donc évidemment, j'ai pas fait tout parce que ça représenterait un travail monstre, mais on a des moyennes, etc. Des relevés quelque part dans les données. En annexe du Donc, document il d'ailleurs. y a des Attends, en annexe relevés du document carrément. en annexe, mais par contre, c'est vraiment, il n'y a pas de différenciation à ce stade entre culture locale et importée, sachant que culture locale, il y en a eu quasiment pas d'identifié. Mais c'est vrai qu'on a repéré, c'est une excellente question, que ça pourrait être la question d'observer les prix et de voir leur évolution de façon générale et plus particulièrement avec ce différentiel. Ou la question éventuellement de faire des analyses de cycle de vie aussi pour essayer de quantifier les coûts environnementaux de cultures importées en rapport avec une culture plus locale. Ce serait peut-être des pistes aussi à travailler. Voilà. Alors, Lauriane de Pleine Commune qui nous signale que un lien avec Agri-Paris-Seine pourrait être exploré à l'échelle d'Île-de-France autour des projets de filière durable le long de l'axe Seine. Merci Lauriane pour cette proposition intéressante. On note. Gaël pose la question, est-ce que la chayote est considérée comme exotique? Est-ce que c'est assez courant comme la patate douce? Ou est-ce que c'est Ouais, assez courant comme la patate douce? bah, j'ai l'impression que en tout cas, encore une fois, c'est beaucoup d'impressions, hein. Mais dans les discussions qu'on a eues, bah, la chayote, effectivement, ça pousse partout en France métropolitaine. Genre, dans tous les jardins où on fait pousser de la chayote, ça pousse dans tous les sens. Mais par contre, j'ai l'impression que la consommation reste pas trop développée. En tout cas, moi, j'achète pas trop de chayotes dans mon supermarché et tout. Et dans des gros hypermarchés, comme le gros Carrefour qu'il y a à Stein et l'Auchan de Galliani, par exemple, il y a des produits exotiques qui sont proposés bah, au stand de légumes, quoi. Et dedans, il n'y a pas la chayote, alors qu'il y a quand même bah, gombo, igname, piment végétarien, etc. Du coup, je pense qu'on peut dire sans trop se mouiller que la consommation reste anecdotique, avec des gros guillemets anecdotiques, évidemment, même si, euh, même si ça pousse ici. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je pense que ça peut être assez consensuel comme réponse, ça. Oui, et ça peut être considéré comme exotique, on est d'accord, puisque c'était la question. Ouais. D'accord. J'ai bien noté à ta main levée, mais je passe, je continue, je te donnerai la parole bientôt. Question ou remarque de Laurence Perrin de l'ARS Île-de-France qui nous dit que c'est intéressant de partager les connaissances, notamment dans le cadre du couplage atelier-jardin, atelier-cuisine. Elle signale évidemment qu'il y a des choses entamées dans ce cadre, dans le cadre du groupe de travail, notamment avec le travail du CRESP et du CNAM-ISNA. Là-dessus, peut-être que Lucille, tu peux rebondir un petit peu sur un autre angle justement du projet Bondy Tropique et ce qu'on a pu faire. Euh, Pardon, je suis pas sûre d'avoir tout suivi. Laurence qui posait la question du partage des connaissances, notamment le couplage atelier-jardin, atelier-cuisine, entre Oui. les habitants et les animateurs. Donc peut-être pour reparler un petit peu Des rencontres, oui, tout à fait, des pardon. rencontres Oui, qu'on a oui. faites. Voilà. Bah, du coup, on en a organisé deux. L'idée, c'était vraiment quand on a mené l'expérimentation au sein du jardin, au sein du jardin qu'on exploite, on a des habitants de Bondy qui viennent régulièrement. C'est vraiment un jardin partagé à côté duquel on fait nos expérimentations. Et on a eu plein de retours des personnes qui venaient, qui nous disaient, ah, mais le gombo, il faut le récolter quand il a cette taille. Là, vous pouvez prendre soin du brenvafen de cette manière. Et en fait, tous ces échanges nous ont fait nous dire qu'il serait super intéressant d'avoir qu'on fasse ces échanges-là, mais à plus grande échelle, pour vraiment avoir ce lien avec les habitants, des gens qui connaissent ces cultures et valoriser leurs connaissances. Et, euh, et en fait, ce dont on s'est aussi rendu compte, c'est qu'il y avait un besoin de... euh, c'est un petit peu ce qu'évoquait aussi Salomé
tout à l'heure, un manque de connaissances sur comment on fait pousser, certes, mais surtout aussi comment on consomme et comment on cuisine ces variétés. Donc voilà, c'est aussi des réflexions qu'on a. Après, on a d'autres projets qui lient vraiment cuisine et jardin et autoproduction au sein du Lab 3S, mais bon, c'est pas forcément le sujet ici, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi le faire autour des légumes exotiques. Voilà, on avait même pensé au départ, dans ces temps de concertation, de commencer par, on fait un petit atelier de cuisine avec quelqu'un qui nous apprend à cuisiner une recette avec du gombo. On le goûte, on partage ce temps-là de dégustation pour des personnes qui connaissent, d'autres qui connaissent pas. Et ensuite, on se parle de, bah, super, maintenant qu'on l'a et qu'on sait le manger et le cuisiner, comment est-ce qu'on le fait pousser? Donc il y a cette Voilà. sensibilité qui est bien présente et qu'on a en tête. Et Salomé a identifié aussi dans les pistes d'études, enfin, les pistes pour pousser ces types de filières, l'aspect communication qui passe notamment par un travail justement de travailler la cuisine, notamment collectivement, notamment dans les jardins. Peut-être une dernière question, et puis ensuite on va conclure. Assata Doumbia qui a levé la main depuis tout à l'heure, voilà, on te laisse poser la question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce retour très, très intéressant et bravo pour ce travail réalisé. Hyper intéressant. Moi, j'avais trois questions réflexions, mais là, dans les échanges, il y a des éléments de réponse qui ont été apportés. La première, elle portait plutôt sur les valeurs nutritionnelles, le goût et la qualité. Est-ce qu'il y a un comparatif qui a pu être mené entre quelque chose qu'on achète d'importé et puis quelque chose qui est produit ici parce que le sol, l'ensoleillement, pardon, n'est pas le même. Est-ce que voilà, il y a eu des recherches qui ont été menées en ce sens de valeur nutritionnelle et de goût et de qualité? J'enchaîne les trois questions comme ça après vos. Ouais, ok. Deuxième question, c'était, vous avez mentionné le fait qu'on ne sait pas trop comment les végétaux originaires d'Afrique et d'Asie se est-ce qu'il y a eu justement une sollicitation, une mise en valeur un peu de. Vous avez parlé des migrants également, et du coup, je me dis en fait, ces personnes ont des savoirs, ont des pratiques qui ont pu mener peut-être dans leur pays d'origine, qui sont transposables ou pas. Dans quelle mesure en fait ils ont été peut-être sollicités, concertés pour justement partager ce savoir, cette expérience et valoriser justement tout ça. Et le troisième, c'est une question un peu éthique ou je sais pas. Je me demandais, bah là c'est à petite échelle, demain on produit en grande quantité, par exemple en France, du gombo. Quel impact ça pourrait avoir sur les agriculteurs en local là-bas? Parce qu'on parle de plus en plus de réfugiés climatiques. Là, en fait, économiquement, comment ça impacterait ou pas, hein? Je ne sais pas du tout, c'est vraiment des questions, réflexions que j'ai là. Comment justement ça pourrait impacter les agriculteurs dans les villages qui produisent ces végétaux d'Afrique ou d'Asie. Voilà, c'était un peu ça mes questions. Merci beaucoup. Trop bien, c'est des super questions. Alors j'ai oublié la deuxième, du coup il faudra me la rappeler. Mais Je l'ai. super. Bah du coup la première par rapport au goût. Alors plusieurs choses. Ça c'était, on n'a pas fait d'études précisément comparaison ce qui pousse ici niveau goût, est-ce que c'est bon, etc. Et on n'a pas fait ça à grande échelle. Mais de toute façon, c'est une question de ressenti, un peu le goût. Donc ça dépend vraiment des gens, des retours, des endroits. Par exemple, il me semble que pour les breads et le gombo au Lab 3S, tout le monde était un peu waouh, c'est super, niveau goût, c'est incroyable et c'est comme au pays. Et par contre, avec des producteurs, j'ai eu des retours qui m'expliquaient qu'il y avait des producteurs qui avaient testé telle variété de piment importé, telle variété de piment qui venait d'Espagne et qui étaient très déçus par la variété espagnole qui piquait moins. Donc, je pense que ça dépend vraiment des légumes au cas par cas et aussi du lien de confiance et du rapport aux gens avec ce qui vient de tel pays ou pas. Même si, a priori, d'après les gens, c'est pas si important dans leur choix. Donc, Question ça, c'est posée à aussi voir. sur les valeurs nutritionnelles. La Ouais, question des valeurs ouais. nutritionnelles. Sur les valeurs nutritionnelles, ouais, ça c'est quelque chose à prendre en compte qui est un peu importante parce qu'on a vu que dans l'adaptation de certains légumes, il y avait eu une grosse perte de valeurs nutritionnelles. Par exemple, sur le quinoa qui venait des Andes et qui maintenant peut pousser en Normandie, il y a eu une grosse perte de valeurs nutritionnelles sur le quinoa normand. Donc ça, c'est des études chimiques qu'il faudrait mener, mais ça fait partie aussi du manque de connaissances que j'ai évoqué. Check, voilà. Et après, par contre, en ce qui concerne les valeurs nutritionnelles de ces légumes,
pour tout ce qui est igname, manioc, il y a aussi le fait que c'est des légumes racines qui sont sans gluten et qui, pour le coup, pourraient servir d'alternative à la patate, à la pomme de terre, par exemple. Après, est-ce que nutritionnellement c'est plus intéressant? Je ne sais pas, mais en tout cas, d'un point de vue santé, il y a des personnes qui pourraient y trouver leur compte. Voilà. Ça, c'est intéressant. La deuxième question, alors moi j'ai une partie de la réponse, hein, pour la deuxième et la troisième aussi, je compléterai si Salomé. C'était sur la question sur les migrants, dans quelle mesure Ouais. ils ont été sollicités pour transmettre du savoir ou ils peuvent l'être dans le cas de futurs projets. Ouais, tout à fait. Alors déjà, il y avait la réponse que Lucille a apportée sur les ateliers. Donc le fait qu'on essaye justement de prendre en compte les savoirs des personnes immigrées qui ont immigré et qui sont arrivées en Seine-Saint-Denis, parce que on sait que c'est un peu des puits de connaissances aussi, donc c'est quelque chose qu'on veut pas négliger, et surtout dans le but, on est quand même une association qui est locale, donc le but c'est quand même de faire avec les habitants, enfin on est, moi je suis plus, mais voilà, vous avez compris. Une association locale, donc le but c'est quand même de faire avec les habitantes et habitants. Et ensuite, il me semble qu'avec les associations avec qui le Lab 3S souhaite travailler sur le sujet, donc notamment A4, il y a aussi, peut-être que je dis des bêtises, ou m'interrompt si je dis des bêtises, euh, il y a aussi l'idée que c'est des personnes, que c'est de l'insertion de personnes issues de l'immigration. Et il y avait le plan aussi de voir si ces personnes pourraient pas justement transmettre ces connaissances lors de leur projet de culture. Voilà. Peut-être que c'est là-dessus que tu voulais développer. En tout cas, oui, juste pour rebondir, nous on travaille notamment avec le GRDR qui avait aussi fait des tests, qui travaille avec les publics migrants et bah, le peut-être projet de test de filière Gombo, ce serait avec cet acteur-là qui travaille avec ces publics migrants et du coup on n'a pas forcément de réponse. Enfin, tu pourras peut-être compléter Salomé si tu en as plus sur la troisième question, quel impact ça pourrait avoir Si. sur les agriculteurs là-bas. Mais en tout cas, c'est aussi des choses qu'on pourra éventuellement travailler aussi avec cet acteur-là, Ouais, partenaire. bah ouais, j'ai des éléments de réponse là sur le troisième aussi. En fait, avec ces pays, il y a aussi un certain problème, c'est que, par exemple, ça a été le cas pour le quinoa dans les Andes, mais également par rapport à tout ce qui est gombo, igname, etc., dans certains pays de l'Afrique subsaharienne. J'avais discuté avec une personne qui venait d'Afrique du Sud et qui m'expliquait que l'Afrique du Sud, à un moment, avait arrêté les exportations parce qu'ils exportaient trop et qu'il n'y avait pas assez pour nourrir les personnes sur place. Et que du coup, en fait, d'un point de vue commercial, effectivement, les gens ils gagnent plus d'argent en exportant. Du coup, ils vont d'abord vers l'export avant de nourrir les populations. Mais en fait, ça crée aussi des problèmes alimentaires sur les populations locales, l'export. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les Andes, avec des problèmes de santé qui ont été désastreux, parce que les gens, au lieu de manger le quinoa qu'ils produisaient, ils l'exportaient aux bobos français, etc., qui bouffaient du quinoa à plein régime, et se sont mis à manger du riz et des patates, etc., qui avaient des apports nutritifs un peu moindres. Du coup, effectivement, d'un point de vue monétaire, ça peut potentiellement poser des problèmes, mais il y a déjà des pays qui sont en train de prendre ces solutions, par exemple, enfin, qui sont en train de réfléchir à ces solutions, donc par exemple en Afrique du Sud. Et par contre, d'un point de vue alimentaire, et d'un point de vue santé publique, c'est peut-être pas plus mal non plus qu'on réfléchisse à une échelle globale au fait de refaire de l'agriculture de proximité, parce que en tout cas, en tout cas pour l'alimentation, c'est quand même vachement bien, y compris pour soi. Voilà, du coup, j'ai pas de réponse définitive à proprement parler sur la question, mais j'ai des petits éléments, voilà. Ouais. Oui, je complète tout à fait Salomé, notamment en Afrique. On était parti, enfin, il y avait une agriculture qui était très vivrière avec les systèmes de financement, notamment européens. On est tombé sur des plus grosses exploitations, mais qui étaient vouées majoritairement à l'export. Du coup, aujourd'hui, je pense que l'impact peut presque être positif. Il faut peut-être accompagner l'adaptation des infrastructures, mais je pense pas que que ça porte préjudice en tout cas aux producteurs locaux dans les pays d'origine. Voilà. Super, Eh ben, merci pour le retour. écoutez, Merci. ouais, à cet âge, j'avais vu ton petit pouce. On va conclure sur ces mots qui, du coup, bah, sont intéressants parce que, du coup, ça rejoint les enjeux globaux, hein, justement, de transition et le rapport entre le local et le global. Donc, je trouve que ça fait une bonne conclusion
à ce webinaire. Encore merci Salomé pour l'étude et la présentation. Merci à tous et toutes les participants. On était une trentaine. Donc j'ai mis le lien lab3s/ressources pour voir le rapport. Et puis si vous connaissez des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à leur communiquer et on essaiera de mettre en ligne sur la même page l'enregistrement de ce webinaire. Voilà, et écoutez, on vous tient au courant sur les suites et n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez des questions, des suggestions ou des propositions de partenariat. À bientôt.